Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Hara et je travaille comme biostatisticienne chez Sophia Genetics, une entreprise fondée en 2011 qui est consacrée à l'analyse des données médicales. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos derniers projets qui portait sur l'étude de la radiomique pour la prédiction de la réponse au traitement chez les patients de cancer colorectal métastatique, notamment des métastases hépatiques. Ok, donc une petite précision avant de commencer ma présentation. Et cette étude, il a été faite dans le cadre d'une recherche et pour l'instant, ce n'est pas d'utilisation dans la routine clinique. Donc ma présentation, elle est divisée dans 5 parties. Donc tout d'abord, je vais présenter les contextes et les objectifs de l'étude. Ensuite, les données que nous avons utilisées. Puis, je vais présenter la méthodologie qu'on fait dans l'analyse statistique. Et je vais finir par la présentation des résultats et la conclusion. Donc, pour contextualiser un peu par rapport à la maladie, donc le cancer colorectal métastatique, c'est le 3e cancer le plus diagnostiqué dans le monde, après les cancers de sang et les cancers du poumon, avec environ 2 millions de cas par an. Parmi eux, il y a à peu près un tiers des patients qui ont des métastases hépatiques. Et aujourd'hui, le diagnostic de ce cancer, il est fait à partir de l'imagerie médicale. Donc, chez Sophia Genetics, on a une équipe qui est consacrée à l'étude de l'analyse radiomique, notamment à l'étude des données qui proviennent des images médicales. Mais qu'est-ce que c'est la radiomique? Donc, c'est une discipline qui est basée sur les images. Et l'idée, c'est d'extraire des caractéristiques qui me permettent de décrire la lésion d'intérêt et qu'on observe dans l'image. Donc, soit une tumeur, soit une métastase comme cette application. Donc, à partir de ces données descripteurs, je pourrais ensuite pouvoir prédire soit un diagnostic ou soit la réponse à un traitement. Donc, à Sophia, nous avons développé un logiciel qui s'appelle le Sophia DDM for Radiomics. Donc, c'est un logiciel qui me permet justement d'extraire cette information. Et comment ça marche? Donc, tout d'abord, le logiciel, il va se connecter au serveur qui centralise toutes les images. Ensuite, il va les extraire pour avoir l'information de chaque patient. Donc, on pourra ensuite visualiser les images en 3D. Et puis, le programme, il va réaliser une segmentation. Donc, la segmentation, en gros, elle va délimiter la zone d'intérêt, c'est-à-dire la tumeur. Il va les délimiter pour extraire les caractéristiques radiomiques. Cette délimitation, elle est faite à partir des modèles de segmentation semi-automatique ou des modèles de segmentation automatique basés sur les deep learning. Donc, une fois que la région d'intérêt a été déterminée, le programme va faire l'extraction des features radiomiques, c'est-à-dire les caractéristiques de l'image. Donc là, on a à peu près 200 indicateurs qui décrivent la taille, la forme, le volume de la région d'intérêt. Donc, une fois qu'on a les données radiomiques, on va les agréger avec des données cliniques, biologiques, génomiques, pour ensuite faire l'analyse statistique. Donc, dans l'image, vous voyez, c'est des CT scans. Donc, on voit les foies et les zones en couleur noire, ce sont les métastases observées pour un patient. Donc, ce qui va faire les programmes, c'est de délimiter chacun de ces zones noires et ensuite extraire tous les indicateurs qu'on va utiliser pour l'analyse. Donc, maintenant, un peu de contexte par rapport à la population d'études. Donc, l'étude portait sur un essai clinique qui s'appelle le TRIBE2. Donc, c'était une étude qui portait sur une cohorte de 172 patients qui ont été aléatorisés dans 2 bras de traitement. Donc, les premiers bras de traitement, c'était les groupes contrôle, qu'on appelle les bras A. Ce sont des patients qui ont été traités par une chimiothérapie accompagnée d'une immunothérapie.
Les groupes B, les groupes expérimentaux, ce sont des patients qui ont été traités par une chimiothérapie un peu plus intensifiée, plus agressive, et accompagnée par une immunothérapie également. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données à disposition? Donc, tout d'abord, on a des données cliniques et des données radiomiques collectées avant l'initiation du traitement. Et aussi, on a des données d'imagerie médicale qui ont été collectées après les traitements, une fois que les patients il a répondu au traitement. Voilà, donc initialement, l'étude était basée sur une cohorte de 172 patients. Mais l'étude, finalement, il a été fait sur 98 patients. Pourquoi? Parce qu'on avait des données cliniques et des données radiomiques que pour 98 patients. Donc, on a dû réduire un peu la taille de la cohorte. Donc, parmi eux, il y avait 47 qui étaient traités dans les groupes A et 51 dans les groupes B. Donc, l'objectif de notre analyse, c'est d'évaluer les rôles de la data clinique et la data radiomique pour évaluer l'évolution de la maladie. Et notamment, ici, on s'intéresse à évaluer les risques de décès précoces après l'initiation du traitement. Donc, sachant qu'un décès précoce, c'est un événement qui a lieu dans les 12 ans après l'initiation du traitement. D'accord ? Donc, on va se servir des données cliniques et des données radiomiques pour répondre à cette question. Donc, tout d'abord, pour les data cliniques, c'est une base de données qui comprend beaucoup des données, des différents types de données. Donc, on a des données démographiques, des données radiologiques, des données génomiques. Et puis, on a une deuxième base de données, qui c'est la base extraite par le logiciel, où on a des indicateurs radiomiques. Donc, comme je vous ai dit, il y a à peu près 200 indicateurs, mais ils peuvent être catégorisés dans 3 groupes. Donc, les premiers groupes, qui comprennent tous les indicateurs de morphologie, qui décrivent la taille, le volume, la forme de la région d'intérêt. Puis, les indicateurs de premier ordre, qui sont basés sur les différents niveaux de gris d'intensité qu'on observe dans l'image. Donc, ce sont des indicateurs qui décrivent la distribution des niveaux de gris. Donc, on aura la moyenne des niveaux d'intensité, on aura la variance des niveaux d'intensité, on aura les 10e, les 90e percentiles qui va me dire à quel point la lésion elle est plutôt gris foncé ou gris clair. Et finalement, on a des indicateurs des 12e ordre. Donc, ce sont des indicateurs qui mesurent la relation spatiale entre les voxels. Donc, ce sont des indicateurs de texture qui sont un peu plus difficiles à interpréter. Voilà, donc pour l'analyse statistique, on déroule l'analyse dans plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, on fait une étape de data management et des analyses exploratoires. Donc, ici, on utilise des analyses univariées, multivariées, bivariées, et on fait aussi la visualisation des données et des tests non paramétriques. En fait, l'idée dans cette partie, c'est d'avoir une perspective globale de notre problématique. Ensuite, on passe à la deuxième étape, que c'est la réduction de la dimensionnalité. Donc, cette étape, elle est focalisée sur les données radiomiques. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de données qui sont extraites par le logiciel. Donc, vous voyez dans les corrélogrammes qu'il y a, déjà qui représentent la matrice des corrélations, qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont très corrélés entre eux, et en bleu, vous voyez, ou des indicateurs qui sont anticorrélés, comme le point en rouge que vous voyez. Donc, l'idée, c'est d'extraire les variables qui vont nous permettre d'avoir des meilleurs résultats dans notre analyse et de supprimer les variables qui sont un peu redondantes. Donc, on passe d'un corrélogramme de 200 indicateurs très corrélés à un corrélogramme qui a un sous-ensemble des variables qui sont moins corrélées et qui vont nous permettre d'avoir des meilleurs résultats dans la modélisation. Pour ces cas, pour cette application en particulier, nous avons utilisé des méthodes de filtrage, comme c'est les hierarchical clustering, qui me permet de faire la sélection des variables.
Donc la troisième étape, c'est l'étape de l'imputation des données manquantes. Donc cette étape, elle est focalisée sur les données cliniques. Donc ici, on utilise des techniques d'imputation comme l'imputation simple, basée sur la distribution conditionnelle, ou soit sur la distribution marginale. Et on essaye aussi d'implémenter un peu l'imputation multiple. Et ensuite, il y a une étape de modélisation et d'évaluation de nos modèles prédictifs. Donc, dans cette étape, vu qu'on est dans un cas de classification binaire, vu qu'on essaye de prédire les risques de décès précoces ou tardifs, on a appliqué des algorithmes de classification machine learning. Donc, on a utilisé des algos comme la régression logistique avec régularisation, arbre de décision, méthode bagging, boosting, support vector machine, et bon, il y a pas mal d'indicateurs des modèles que nous avons testés. Et la métrique d'optimisation que nous avons choisie, c'était l'AUC. Donc, la validation du modèle, elle a été faite avec une cross-validation emboîtée, ou nested cross-validation. Et pourquoi? Parce que ça nous a permis de réduire les biais dans les performances prédictives que des fois on peut obtenir à partir d'une cross-validation toute simple. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail la cross-validation. Donc, en général, le problème avec la cross-validation simple, c'est qu'on utilise les mêmes jus de données pour optimiser les hyperparamètres du modèle et pour évaluer les performances prédictives du modèle. Donc, ça, avec cette cross-validation, il y a un risque de overfitter les modèles et par conséquent d'avoir des performances prédictives un peu suroptimistes. Donc, l'idée avec la nested cross-validation, c'est de séparer les deux étapes. Donc, on va faire d'abord une cross-validation externe, que c'est la validation en rouge, et qui va nous servir pour l'évaluation du modèle, des performances du modèle. Et ensuite, dans cette cross-validation, notamment quand on prend les datasets train, on va faire à l'intérieur une deuxième cross-validation. Donc, c'est la validation interne qui va me permettre d'optimiser les hyperparamètres de mon modèle. Donc, après cette cross-validation emboîtée, on pourra avoir des performances un peu moins biaisées et un peu moins optimistes. Voilà, donc une fois que le modèle a été performé, on va calculer les métriques des performances. Donc, on pourra calculer, bien sûr, la performance prédictive du modèle à travers des métriques comme l'accuracy, la sensitivité, l'AUC. Voilà, donc on entraîne les modèles, on choisit les modèles, et une fois que nous avons choisi les meilleurs, on va l'entraîner sur les datasets originales, et à l'aide d'une cross-validation tout simple. D'accord? Donc, il y a ensuite la dernière étape, et c'est l'étape d'interprétabilité. Cette étape, elle est super importante pour nous parce que ça nous permet de mieux communiquer les résultats aux cliniciens. Donc, dans l'interprétabilité, on pourra mieux comprendre et valider nos modèles, et en général, on pourra savoir comment le modèle il a pris les décisions. Voilà, donc une fois que je vous ai expliqué un peu la méthodologie qu'on utilise, on va passer à l'application. Donc, les temps de survie, comme je vous ai expliqué au début, c'est les temps calculés entre l'initiation du traitement et la date du décès du patient. Donc, quand on visualise la survie en fonction du type de traitement reçu, on voit en rouge la courbe de survie des patients traités par les traitements A, et en bleu, la courbe de survie des patients traités par les traitements B. Donc, on voit déjà que les patients du traitement B, ils ont une meilleure réponse au traitement par rapport au premier groupe. Donc, nous avons décidé pour cette analyse de discrétiser cette variable parce que déjà, ça nous permettait de simplifier l'analyse. Nous avons eu des meilleures performances avec une variable discrétisée, et plutôt que de faire une analyse en survie. Et aussi parce que le seuil à 24 mois, il était intéressant pour les cliniciens. Il était pertinent.
Ok, donc pour la modélisation, et notamment pour évaluer les rôles de la data clinique et la data radiomique, nous avons fait 3 analyses. Donc les premières analyses, il était basé sur les data cliniques. Ensuite, les deuxièmes, il était basé que sur les données radiomiques. Et dans les troisièmes analyses, on a agrégé les données cliniques et radiomiques. Donc vous voyez ici les métriques des performances obtenues par les meilleurs modèles de chaque analyse. Donc, pour les modèles cliniques, on voit que les performances ils sont assez bonnes. Pour les modèles radiomiques, le modèle, bon, il n'a pas de bonnes performances. Cependant, quand on voit le modèle obtenu avec l'agrégation des données, on voit que les métriques, toutes les métriques, ils sont augmentées. C'est-à-dire que là, en effet, la radiomique, quand on l'agrège aux d'autres types de données, ça met de la valeur dans la prédiction. Donc, on passe notamment d'un AUC à 76 à un AUC à 0,83 quand on agrège les données. Voilà, donc c'est le modèle qu'on a choisi, le modèle agrégé. Et maintenant, on va chercher à savoir comment le modèle il a pris les décisions, quelles sont les variables qui ont été prises en compte pour pouvoir prédire les décès précoces. Donc, vous savez que les techniques de machine learning, ils sont très performants au niveau prédictif, mais ils sont des difficiles interprétations. Et donc, pour essayer de comprendre qu'est-ce que fait le modèle, on va utiliser des techniques d'interprétabilité, c'est des modèles agnostiques, qu'on peut les appliquer à quels que soient les modèles machine learning. Donc, d'un côté, on a les outils d'interprétabilité globale qui me permettent d'évaluer les comportements globaux du modèle sur la population globale. Et d'un autre côté, on a les outils d'interprétabilité locale qui expliquent une prédiction pour un individu donné. Donc, pour les outils d'interprétabilité locale, nous avons en employé 2. La première, c'était la feature importance. Donc, cette technique mesure l'impact de chacune de mes variables sur le pouvoir prédictif de mon modèle. Donc, c'est une technique qui est basée sur les méthodes de permutation. Donc, l'idée, en fait, pour évaluer l'importance de chaque variable, c'est de permuter les valeurs de ma variable. Et en fait, l'idée derrière, c'est de casser la relation entre la variable d'intérêt et l'outcome. Donc, une fois que j'aurai permuté les valeurs, je vais calculer l'erreur prédictive du modèle et je vais les comparer avec l'erreur prédictive initiale de mon modèle initial. Donc, si la différence elle est assez importante, je pourrais dire que la variable elle a un point important dans la prédiction. Et par contre, si la différence elle est petite, dans ces cas, je dirais que la variable elle a un point moins important dans la prédiction. Donc, dans les graphiques, vous voyez les features, les variables qui ont été sélectionnées par les modèles par ordre d'importance. Donc, tout d'abord, on a un indicateur radiologique et ensuite, on a un ensemble d'indicateurs radiomiques. Donc, déjà, on voit que la radiomix, elle met de la valeur à notre analyse. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Donc, ensuite, nous avons utilisé les Partial Dependence Plot, ou les PDP, qui nous permet, c'est une visualisation qui nous permet d'évaluer l'effet marginal de chaque variable sur les prédictions obtenues par les modèles. Donc, chaque variable a un PDP associé. Et du coup, comment on analyse ces graphiques? Donc, pour la première variable, vous voyez, donc on dit que plus la feature elle a des valeurs élevées, plus la probabilité d'avoir un décès précoce elle augmente. Okay, donc l'interprétation est similaire pour la deuxième et la troisième variable. Et pour la quatrième, bon, c'est à l'inverse. Donc plus on a des valeurs élevées pour la feature radiomique, la probabilité d'avoir un décès précoce diminue. D'accord? Donc, et finalement, pour les variables catégorielles, il y a une probabilité prédite associée à chaque catégorie. Donc, les patients qui ont, dans ces cas, la troisième catégorie, eux, ils ont un risque un peu plus élevé d'être prédits comme un décès précoce.
Voilà, donc pour l'instant, bon, nous avons juste utilisé des techniques d'interprétabilité globale pour notre analyse, mais comme je vous ai dit, il y a aussi des techniques d'interprétabilité locale qui ils sont très bien documentées dans la littérature. Donc pour finir, dans la présentation, nous avons vu qu'on essaye de faire une méthodologie d'analyse statistique assez puissante et assez complète, avec l'implémentation de la réduction de la dimensionnalité, l'imputation, la cross-validation. Donc il y a plein de techniques qui ont été utilisées pour arriver à avoir des bons résultats, des résultats fiables. Et ensuite, on a vu l'importance d'avoir des données de différents types. Donc, on voit la richesse de l'analyse multimodale. Et notamment pour cette application, nous avons vu que l'effet de merger des variables, des données cliniques et radiomiques, ça nous a permis d'avoir une très bonne performance pour la prédiction du décès précoce. Et donc, on a rencontré des limites, bien sûr, et notamment la taille réduite de notre population, la nécessité d'avoir une cohorte externe pour valider les modèles, et aussi quelques limites qui sont un peu plus difficiles à contrôler, comme c'est la robustesse des indicateurs radiomiques qui sont extraits par la base de données. Donc, bon, c'est tout. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je viens de demander sur le chat s'il y avait des questions. N'hésitez pas. Je donne le micro à Sébastien pour qu'il le fasse passer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Okay. Moi, c'est Précieux et merci pour la présentation. Ma question, c'était concernant, durant l'étude, en fait, à un moment, je pense qu'il y avait 39 personnes sur 98 qui décédaient, en fait, avant les 2 ans, je pense. Et c'était plus une question du genre, comment, en fait, sur quoi vous vous basez, en fait, pour voir ces données et vous dire, est-ce que c'est quelque chose de bon ou, enfin, comment vous quantifiez, en fait, ça? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Sur quoi vous vous basez, en fait, pour juger que tel nombre est assez optimiste ou c'est parce que ça reste, c'est des données certes, mais ça reste de la vie, quoi, en fait. Du coup, quand vous voyez 38, vous vous dites c'est optimiste ou pas, du coup? Ouais, juste là. 39, du coup. Oui, donc en fait, la cohorte initiale, elle était composée par 98 patients. Oui. Et dans la cohorte, on a observé 39 décès précoces. Donc, ce sont les données qu'on observe dans la cohorte. Oui. Et par exemple, les modèles, quand on voit la sensitivité qui est à 85%, en gros, tu peux interpréter la sensitivité comme le pourcentage des décès précoces bien prédits. C'est-à-dire que parmi les 39 patients qu'on observe dans la cohorte, il y a 85% de patients qui ont été bien prédits par les modèles. Okay. Donc, ce sont des données qu'on observe dans la base de données. Ok, super. Merci. Merci. Donc, on a juste un dernier commentaire, c'est est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous avez des postes ouverts chez Sophia Genetics? Je ne saurais pas répondre à cette question. Et je sais qu'il y a des stages qui sont proposés dans les... Bon, on a déjà 2 équipes dans les pôles RadioMix. On a une équipe de stats et une équipe d'imagerie médicale qui s'occupe de toute la procédure de segmentation. Et je sais qu'ils proposent chaque année des stages aux étudiants
Et des fois, ils font des recrutements après leur stage. Ok. Et après, à Bordeaux, je ne sais pas s'il y a des postes ouverts. Donc, mais... Bon, en tout cas, n'hésitez pas à les envoyer à l'association Digital Aquitaine. Pour tous ceux qui nous rejoignent, merci beaucoup et bonne fin de conférence.